Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Dans un monde, un État où l'enfant est de fois marginalisé et voire traité en esclave moderne, il faut nécessairement mettre en place certains mécanismes de résilience pour, bien sûr, assurer l'avenir de cet enfant avec beaucoup de protection. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le Bureau international de la protection des droits des enfants est implanté. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait un monde où l'enfant, fille ou garçon qu'il soit, jouisse pleinement de ce droit. Et ces bureaux insistent, cela permettrait que cet enfant grandisse en toute sécurité, peu importe les circonstances. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes devant un monsieur avec qui nous allons analyser le pourquoi de l'existence de ces bureaux internationaux de droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Tango et Koki Tolobela, ensemble avec M. Stéphane Balamwangé, avec qui nous allons aborder le sujet pour, n'est-ce pas, obtenir satisfaction auprès du chef de projet du Bureau international de droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Je présente M. Émile Daribert Mbumba, le chef de projet, Maître Émile Daribert Mbumba. Bonjour, monsieur, Maître Émile. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes le chef de projet du Bureau international de la protection des droits des enfants en République démocratique du Congo pour promouvoir et protéger ces droits. Vous êtes ici depuis combien de temps avec votre bureau? Bon, en fait, le bureau a été implanté en RDC en 2015, donc ça fait 5 ans d'existence et d'intervention auprès des acteurs étatiques en RDC. Mais le bureau a été créé depuis 1994, donc nous sommes pratiquement à la 25e, 26e année d'existence dans le monde. Très bien, une très bonne question et une très bonne réponse. Vous avez implanté le bureau en RDC. C'est après avoir observé quoi, contesté quoi, et constaté quoi dans l'environnement en République démocratique du Congo. En fait, nous sommes partis d'un état des lieux, sur la situation du système de protection en RDC. Et cet état des lieux-là nous a révélé plusieurs éléments. C'est que la RDC, comme vous l'avez dit au départ de votre introduction, fait face à plusieurs situations de vulnérabilité dont fait face les enfants. Les enfants vivant dans la rue, les enfants sortis de groupes armés, les enfants en situation difficile, les enfants en conflit avec la loi. Il y a toute une gamme de situations de vulnérabilité qui a été constatée, mais notre étude ne s'est pas limitée là. C'est d'aller voir aussi quelle était la réponse étatique, quelles étaient les structures, quels étaient les professionnels qui devraient apporter une réponse pour accompagner ces enfants, à les aider à sortir de ces situation de vulnérabilité. Ce qui a fait qu'on a constaté que les acteurs étaient outillés, mais pas assez outillés pour arriver à apporter des réponses appropriées face aux situations de vulnérabilité qui a été constatées. Raison pour laquelle notre projet s'est tourné vers les professionnels, à l'occurrence le policier, le magistrat ou les personnels de justice et les assistants, les travailleurs sociaux. Ce sont ces 3 catégories qui ont été ciblées par les projets pour pouvoir leur doter des compétences accrues, des compétences adaptées pour essayer vraiment d'intervenir de manière adéquate auprès des filles et des garçons. Donc si nous comprenons bien, le Bureau international de protection des droits des enfants investit plus dans la sensibilisation. Alors, nous avons plusieurs paliers d'intervention. Nous sommes le Bureau international des droits des enfants. Nous intervenons dans le renforcement des capacités des acteurs du système de protection de l'enfant. Okay. Et comme je l'ai dit, nous avons ciblé 3 corps de métiers, les policiers, les personnes de justice et les travailleurs sociaux ou les assistants sociaux. Donc vous ne dénoncez pas après avoir démantelé certains abus? Alors il faudra situer les choses à ce stade, c'est que ces projets, c'est un projet gouvernemental.
qui se dénomme le projet Batela Mwana, génériquement appelé Batela Mwana. Mais c'est le projet de renforcement des capacités des policiers, du personnel de justice et des travailleurs sociaux en matière de protection de l'enfant en RDC. Et c'est un fruit d'un protocole d'accord qui est né de la volonté de deux États, la RDC et le Canada, qui apportent son financement à travers Affaires mondiales Canada. Donc l'IBCR, ou le Bureau international des droits des enfants, n'assure que l'accompagnement technique de la mise en œuvre de ces projets. Nous sommes une ONG de droit canadienne qui a près de 45 représentations dans le monde, mais nous accompagnons les acteurs du gouvernement, les acteurs étatiques à améliorer leurs compétences, leurs capacités à accompagner les filles et les garçons. À accompagner les filles et les garçons, vous partez vers les enfants ou bien seulement vous vous limitez? Alors, ce qui est important aussi de souligner à ce stade, c'est que notre cible, nos bénéficiaires directs sont les professionnels. Alors, je vais vraiment préciser, nous avons les policiers, vous avez la grande famille des policiers, mais nous travaillons spécifiquement sur les unités de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles qu'on appelle PPVS. Là, c'est au niveau de la police. Ce sont des structures spécialisées dédiées à la protection de l'enfant. Au niveau de la justice, nous travaillons aussi dans la grande famille judiciaire, oui, mais nous mettons un focus sur l'accompagnement des tribunaux pour enfants et tout ce qui va avec les magistrats qui interviennent dans cette justice pour mineurs. Et au niveau des assistants sociaux, nous travaillons avec les divisions des affaires sociales parce que c'est eux qui mettent en service les assistants sociaux qui assurent leurs prestations de guidance psychosociale dans les différents services, que ce soit de la police, que ce soit des tribunaux pour enfants. Très bien, maître Émile Jevi. Ici, le Bureau international des enfants, des droits des enfants, bien sûr, est une organisation non gouvernementale agissant pour les droits de l'enfant depuis 25 ans. C'est déjà beaucoup trop en République démocratique du Congo et ailleurs. C'est déjà beaucoup trop. Dites-nous aujourd'hui, combien d'enfants avez-vous déjà assisté depuis que vous existez? Avez-vous le nombre? En tout cas, par notre intervention, comme je l'avais dit, la logique, elle est faite du sens que nous allons vers les professionnels pour que les professionnels aillent vers les enfants. Ah, très bien. Alors, de ces faits-là, nous avons déjà des millions et des millions d'enfants dans le monde qui ont été entretenus, qui ont été assistés par l'effort de ces renforcements des capacités. Mais en RDC, nous sommes aussi de manière directe ou indirecte, nous sommes dans près de 290 000 à 300 000 enfants qui ont été touchés par ces projets. Les vraies difficultés et les avancées dans ce domaine, dans votre travail bien sûr? Dans le domaine de la protection ou dans le domaine de notre travail? Dans votre travail, vous êtes sur terrain, vous formez les gens qui vont aller faire quelque chose sur terrain, vous êtes avec des policiers et consorts. Vous avez même lancé une opération Batela Mwana, c'est ça, j'espère, si j'ai bien compris. Batela Mwana, c'est le terme générique. Voilà, bien sûr, Batela Mwana. Quelles sont les vraies difficultés que vous rencontrez? Bon, le grand problème, c'est que nous intervenons dans un système de protection. Alors, le système de protection, il est un peu défini comme cet ensemble d'acteurs ou actrices qui interviennent, qui accompagnent les enfants, dont l'enfant lui-même est au centre. Parce qu'il faut voir que la considération de l'enfant a beaucoup évolué au fil des temps. Nous avons cette perception que c'est nous qui devons toujours aider l'enfant, aller vers l'enfant. Mais l'enfant, c'est un acteur. Il a aussi une opinion à donner, il a aussi ses capacités, ses faiblesses. Tout ça fait partie de la vie, au fait, du processus de maturation de l'enfant. Donc, la difficulté, c'est que les besoins sont énormes. Il y a plusieurs besoins pour assurer réellement une meilleure protection, un meilleur environnement. Du genre? Oui, je vais arriver pour assurer un meilleur environnement plus respectueux des droits des filles et des garçons. Il y a beaucoup de défis. Nous sommes dans une chaîne, nous travaillons sur des unités spécifiques, mais il faudrait que la suite aussi soit assurée. C'est-à-dire, par exemple, quand on place un enfant dans un EG, qu'on appelle l'établissement des gardes et des rééducations de l'État, il faudra quand il est placé, par exemple à Makala, c'est au pavillon 10, je crois 10 et 11, il faut que quand il en ressort, qu'il soit vraiment réinséré dans la société, qu'il ait bénéficié des mesures éducatives, pour qu'il soit ces citoyens-là qu'on veut pour la société. Mais avec la cassure qu'on a dans les systèmes de protection, c'est qu'il y a certains secteurs qui peuvent fonctionner, il y a d'autres qui fonctionnent moins, ce qui fait qu'au final, c'est difficile toujours de garantir
cet environnement-là plus respectueux des droits des enfants. Et comment pallier à cette difficulté? On interpelle tous les acteurs qui interviennent parce que chacun a un domaine spécifique. Nous faisons des renforcements des capacités auprès des professionnels. Il y a d'autres acteurs qui vont aller assister les enfants directement pour les accompagner dans leur éducation, dans leur réinsertion. Il y a d'autres qui vont travailler du côté participation. Donc il y a une multitude d'acteurs. Il faudrait que cette synergie, aux côtés bien évidemment du gouvernement congolais, qui doit prendre les choses en main afin de garantir toute cette chaîne de protection-là fonctionnelle en faveur des filles et des garçons. En fait, il vous arrive d'établir de rapports, de fournir à l'État congolais avec de suggestions pragmatiques? Oui, évidemment, les projets mis en œuvre pour le gouvernement et par les acteurs du gouvernement. Nous avons des projets de travail avec plusieurs ministères. Le ministère des tutelles de ces projets, c'est le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'est d'ailleurs un des premiers modèles de projet. Le ministère de la Jeunesse est mis à l'écart? Non, parce que nous parlons des enfants. Les enfants, comme la loi les définit, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Voilà. Donc, nous avons le ministère des Droits humains, le ministère du genre, ainsi de suite. On va toucher tous les ministères possibles. Donc, c'est vraiment un travail en synergie qu'on recherche. Mais c'est un travail qui est fait, qui est mis en œuvre, ou les projets mis en œuvre avec la participation des acteurs étatiques. Et de ces faits, donc ils sont et même dans les bains, et en même temps, toutes les recommandations sont les leurs parce que c'est eux qui prennent des mesures au final. Ce sont eux qui prennent des mesures au final. Maître Émile Dagobert, nous aimerions savoir si l'implication de cet État est vraiment effective. Est-ce que l'État congolais vous facilite la tâche dans la réalisation de votre projet? Et surtout avec des cadres juridiques bien appropriés. Bien évidemment, je dois ici saluer l'implication personnelle de Son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, qui est la patronne en fait de ces projets, qui assure la tutelle de ces projets, aux côtés des autres ministères qui ont des représentants. Alors c'est à travers des mécanismes, il y a 2 mécanismes de gestion, de collaboration, de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Nous avons le comité de pilotage qui regroupe les grandes autorités en termes d'orientation stratégique, et nous avons le comité technique où on a les points focaux de tous ces ministères et services dédiés à la protection de l'enfant. Je peux dire ici dans le cadre de ces projets, ça a été un bel exemple de partage d'expérience et de travail en synergie entre la partie gouvernementale et le projet, l'équipe de projet. Je crois que ça c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on a des résultats aussi palpables et puis vérifiables sur terrain. Les projets que vous avez en cours, avant que Marie-Lou pose la question, vous voulez encore? Non, vous pouvez. Voilà, les projets que vous avez en cours présentement, c'est lequel? Batelamoine. Le projet Batelamoine qui va prendre combien de temps? Oui, nous sommes malheureusement à la fin du projet parce que ça a commencé en 2015 pour se terminer en 2020. Donc nous sommes... Comment vous l'évaluez aujourd'hui? Non, je crois que ça a été un ensemble de beaux résultats, de beaux accomplissements qu'on a eu avec la partie étatique, la police. Notre premier acteur, c'est la police. Nous avons énormément travaillé, étroitement travaillé avec la Direction générale des écoles et formations, qui est dirigée de bien-aimêtre par le général, le commissaire divisionnaire Kanyama Célestin. Et là, présentement, nous avons près de 13 000 policiers formés sur la question de la protection des enfants. Ah ok, les policiers, initier les policiers à la question de la protection des enfants. Exactement. Nos policiers, vous pensez vraiment que vous allez atteindre vos buts, vos objectifs avec nos policiers? Ils ont bien assimilé votre formation. Est-ce qu'ils ont bien assimilé? Est-ce que vous avez des retombées bien sûr positives sur terrain? Puisqu'avec nos policiers, c'est compliqué parfois, maître. Bien évidemment, on peut connaître un peu le contexte dans lequel la police s'est formée. La police est en pleine réforme, processus de réforme. Nous avons commencé quelque part avec eux, et avec aussi d'autres acteurs qui interviennent au niveau de la police. Je pense qu'on a fait du chemin et qu'il y a des perspectives qui sont très louables. Je vous ai dit au départ que nous travaillons d'abord avec les policiers spécifiques des escadrons de protection de l'enfant. Quand vous êtes à Kinshasa, vous allez vers Willery, la major Mimi qui dirige une unité PPVS. Donc nous travaillons d'abord avec ces unités. Quand vous arrivez, vous sentez la démarcation directe entre les commissariats ordinaires et ces unités spécialisées dédiées à la protection de l'enfant. Là, le constat est palpable.
Mais avec les policiers, on est à 12 000. La police, je crois, c'est plus de 120 000, 130 000 personnes. C'est un chemin que nous avons commencé, mais nous sommes très heureux parce que la police a placé la protection de l'enfant comme un axe stratégique de formation, de la formation initiale des policiers. C'est très important. Par rapport à ce qu'on a déjà eu comme retombées, parce que nous appuyons la direction générale des écoles de formation à travers ces écoles qui sont disséminées à travers la République, nous avons des réels changements aux frais de ceux qui bénéficient de la formation, qui comprennent qui est l'enfant, ils savent comment intervenir devant l'enfant, comment arriver à communiquer avec un enfant, comment traiter un enfant quand ils sont en face avec la police. Et ces éléments-là commencent à apporter des véritables changements. Et l'autre changement majeur aussi, c'est au niveau sur le plan personnel, c'est que nous avons constaté. Nous constatons que les policiers, quand ils sont en contact avec le cours de protection de l'enfant, c'est un cours qui n'est pas théorique, ce sont des cours pratiques. Nous voulons changer les comportements, les attitudes, avoir des réflexes positifs à l'égard de l'enfant. Ils sentent responsables qu'ils ont été des mauvais parents parfois envers leurs propres enfants. Ils se culpabilisent du coup. Exactement, ils prennent l'engagement solennel d'échanger aussi à l'égard des enfants et des autres et de leurs propres enfants. Et ça, c'est quelque chose déjà de très 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 significatif dans les changements des comportements, parce que c'est ça que nous voulons, les changements des pratiques. Former pour nous ne suffit pas. Nous suivons pour savoir est-ce que ça apporte un changement dans la pratique. Donc c'est un élément qui va s'enchaîner, c'est un processus et je crois que nous sommes dans les bons. Vous êtes dans le bon, ça c'est l'évaluation que vous faites, bien sûr, des projets qui tendent déjà vers la fin avec le policier, et vous limitez là aujourd'hui où vous comptez encore trouver notre catégorie? Non, nous avons les 3 catégories. Nous avons travaillé avec les magistrats, les personnes de justice. Et chez eux, il y a une avancée? Oui. Parce que là aussi, ça pose des sérieux problèmes. Alors, là aussi... Parce que les magistrats condamnent n'importe qui, n'importe comment. Ils font donc c'est un peu compliqué. Je pense que l'affirmation, elle est très 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 difficile. Non, nous sommes en train de rapporter ce que nous récurrents, et surtout que nous sommes proches de la population. Nous voulons seulement avoir des éclaircissements sur les inquiétudes de la population. Exactement. Alors, nous avons travaillé avec la justice, et c'est à travers l'Institut national de formation judiciaire qu'on appelle l'INAFORGE. C'est elle qui est censée former les personnels de justice. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de ces projets, c'est pas l'expérience de l'ONG IBCR, cette ONG canadienne, n'est pas restée la nôtre. C'est une expérience partagée. Donc, il y a eu un grand transfert de compétences pour former des bassins de formateurs congolais. Donc, au sein de la FOLIS, on a plus de 90 à 100 et quelques formateurs, personnes formées, qui sont affectés dans les écoles de police, qui assurent les formations. Et là, nous produisons des cours, donc nous avons produit des cours sur lesquels... Acceptez de montrer ça pour que notre réalisateur prenne ça. Voilà. Merci. Nous avons produit des cours pour essayer vraiment d'orienter, mais ces cours sont... Exact. Il y a la police ici, Gims va nous aider à la réalisation. C'est déjà bon, merci beaucoup. C'est volumineux là. Mais c'est volumineux, mais c'est une approche qui est vraiment essentiellement sur les pratiques. Alors, l'innovation qu'on a faite avec ces cours aussi, c'est d'introduire des outils audiovisuels. C'est-à-dire, nous avons recruté des groupes cinématographiques de la place, et c'est les Béjar qui a fait, je crois, Pangame, qui a fait nos scénarios. Ils présentent des situations qui sont prises dans les contextes congolais. Avec les attitudes, des bonnes attitudes et des mauvaises habitudes qui sont développées par les policiers. Et on les projette. Et du coup, le participant, les personnes facilitatrices vont devoir poser des questions pour dire, bon, ici, vous avez vu ce scénario, qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Ici, quelle est la bonne pratique que vous vous identifiez? Donc ça devient très 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 pratique, et on part du vécu quotidien du policier, dans son contexte naturel, de comment il peut prendre en compte la dimension de protection de l'enfant dans son contexte naturel. Donc chez les magistrats, chez les juges, nous avons travaillé principalement avec le juge des tribunaux pour enfants. Nous avons associé une petite partie, une infime partie des juges des tribunaux de paix, parce que vous savez que les tribunaux de paix, là où les TPE ne sont pas installés, font office de TPE. Donc, mais là, on est en train de viser une autre phase, c'est ça, c'est notre ambition, d'aller toucher maintenant les parquetiers, plus des parquetiers. Parce que vous savez que dans nos parquets, souvent les enfants quand ils arrivent,
souvent ils sont considérés comme les adultes. Donc ils subissent des interrogatoires au même titre que les adultes, parfois les mêmes conditions, les amigos, etc. Donc on veut aussi intégrer les parquetiers en ce qui concerne, et aussi en plus le magistrat de la justice militaire. Donc il y a quand même un grand travail qui doit se faire aussi dans ces domaines-là. Nous avons jeté les bases, nous avons développé le cours avec eux, nous avons introduit dans les curricula de l'INAFORGE un cours spécifique de droits de l'enfant, protection de l'enfant, de 30 heures. Donc voilà, et il y a aussi une catégorie très importante que je ne peux pas oublier, ce sont les assistants sociaux. Et là, nous travaillons directement avec l'Institut national du travail social, INTES, qui forme les assistants sociaux. Et avec eux, on a développé un cours de 90 heures, donc 45 heures en G1, 45 heures en G2, sur les mêmes thématiques, mais pour les assistants sociaux. Apprendre à compte cette dimension-là, protection de l'enfant, une approche centrée sur le droit de l'enfant. Et ce qui fait aussi une bonne différence. Mais comme vous savez, il y a des cursus. À l'INTS, c'est 3 ans. À l'INAFORGE, c'est 2 ans. Dans l'école de police, c'est 9 mois par session. Donc les rythmes de retombée sont assez particuliers. Mais je vais quand même ajouter un élément important. Oui, avant que je pose ma question. Ok, nous développons aussi des modes opératoires. Okay. Mode opératoire. Voilà. Oui, et là, nous avons des modes opératoires qui sont destinés, qui sont des compilations de procédures. Elles sont directes. Et ça, c'est destiné pour les professionnels qui sont déjà en service. Peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'aller dans une école de police, peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'aller à l'INAFORGE, peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'aller à l'INTES, mais ils ont des outils sur lesquels ils peuvent se focaliser en étant en pleine fonction pour interagir de manière efficace, adéquate auprès des enfants. Très bien, Maître Emile, vous avez bien expliqué. Chers compatriotes, d'ailleurs, vous le savez très bien que ma question vraiment, c'est là tout nayango. Pour être les lots, très bien que bana, bazala kapé belé na l'église. La l'église bana bazo zala discriminé na ba prophétie moko ya mabe belé. Les lots bana belé ba se retrouver na balabala. Les lots bana belé ba comment bando qui se fait papa akufa. Soit maman akufa, papa bali moi si mususu moi sho akoya. Bana wana ba komi bando ki nyonso ba prophète ya lopoto nyonso ya ba coin o ba batali saka na maboko makambo belé. Bazonyo Kolapé, Bana Mingi, maître. Aujourd'hui, pourquoi la catégorie église des réveils ici, avec prophétie, vraie ou fausse, je ne suis pas dans ça, prophétie, pasteur, évangéliste, tous ces gens-là, pourquoi vous ne pouvez pas aussi organiser quelque chose pour eux? Ça, c'est une très belle question. Je crois que dans les défis qu'on a en RDC, c'est aussi une bonne catégorie d'un vrai, véritable problème, épineux d'ailleurs, de la société congolaise. Et je pense que c'est dans les perspectives. Parce qu'un projet est limité dans les temps, avec un objectif précis, avec un engagement précis. Donc je crois que dans les perspectives, c'est quand même un bon public cible pour toucher, pour venir aussi changer les choses. Il y a une grande responsabilisation ou responsabilité à prendre au niveau des dirigeants religieux, qui souvent amènent des éléments sur la table qui disloquent, qui désorientent la vie des enfants. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important et très significatif. Je vais vous dire, par exemple, dans des modules ou dans des sessions qu'on fait avec les policiers, les magistrats, etc., nous parlons de l'impact des violences conjugales chez les enfants. Un enfant qui est mis dans une situation où ses parents se battent chaque jour, une situation de violence, vous ne savez pas les implications, les retombées, les dommages que vous causez dans le psychique de cet enfant-là. Et cet enfant, donc, il grandit, il reçoit de l'éducation, ces éléments-là qu'il voit que ça a bercé son enfance, et il va devoir commencer à répliquer ça aussi dans sa famille, à frapper sa femme, à avoir des propos assez déplacés, etc. Donc, il y a une implication énorme. Et je pense que ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Il y a aussi, par exemple, les journalistes. Quand on voit à longueur de journée les enfants qu'on présente à la télé, parce qu'on les a arrêtés quelque part, on les a interpellés quelque part par la population, envahis, on prend les images, on balance à la télé sans avoir toutes les mesures de protéger cet enfant-là. Est-ce qu'on connaît les risques que cet enfant-là court dans la société pour demain? Donc il y a plusieurs catégories de professionnels. Après on se rend compte que oui, c'est sérieux, il y a beaucoup de catégories de gens où pratiquement tout le monde devrait être sensibilisé sur la question de la protection de l'enfant. Même les politiques
doivent être sensibilisés sur la protection de l'enfant. Sinon, ils ne mettront pas de budget dans ce qui concerne la protection des enfants. Alors qu'on dit que l'avenir de demain, ce sont les enfants. L'avenir d'aujourd'hui, c'est déjà les enfants. Qu'est-ce qu'on projette 30 ans, après 20 ans, après 10 ans, après si on ne prend pas compte la dimension enfant. Donc je pense qu'il y a vraiment un sérieux problème de sensibilisation, d'efforts à apporter à plusieurs catégories de couches sociales ou professionnelles qui existent en République du Congo. Merci beaucoup, Maître Émile Derribert. Puisque vous êtes expert en matière de droits de l'enfant, nous supposons que vous connaissez également de réalités de la vie de cet enfant. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale de ces grands pays, Kinshasa. Vous êtes sûrement au courant de ces phénomènes Kuluna, quand on parle de la délinquance juvénile. Il y a des enfants dans la délinquance. Ça vous dit quelque chose? Comment vous mettrez, vous y prendrez, puisque vous êtes dans la formation de cadres, de professionnels qui œuvrent dans le secteur de l'enfant. Mais quant à ces enfants-là directement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, la question elle est multidimensionnelle. En même temps, le problème aussi il est assez complexe, la question de la délinquance juvénile. Évidemment, dans nos outils, dans tout ce que nous produisons, dans toutes les formations que nous faisons, nous intégrons ces éléments-là. De comment les policiers, comment les magistrats, comment l'assistance sociale devrait se comporter face à ces phénomènes-là. Là, nous avons compris. Voilà, donc c'est ça notre rôle pour l'instant. Bon, si je dois faire un commentaire d'ordre général... Oui, nous avons voulu que vous soyez un humaniste, vraiment humanitaire, par rapport à cette situation. Non, je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures qui sont adaptées par le gouvernement, prendre des mesures qui sont adaptées pour endiguer ces phénomènes qui est en train de prendre une grande évolution, une grande emprise dans la société congolaise. Et je pense que là, il faudrait que les acteurs se mettent ensemble autour d'une table pour discuter réellement de vraies causes. Et c'est comme ça que la situation de l'enfant ou la protection de l'enfant, elle est large et parfois complexe. Parce qu'il faudra penser à tout ce qui est réinsertion de ces enfants, la réinsertion de la vie sociale, les mettre dans une occupation réelle pour leur permettre de rebondir dans la vie sociale. Parce que s'ils sont dans le banditisme, c'est sûrement pour chercher, c'est pour la survie. Donc pour résoudre ces problèmes, il faudra résoudre toute la chaîne, que les structures fonctionnent, que l'on les identifie, qu'on les récupère, qu'on les applique des mesures éducatives, qu'on leur forme à une réinsertion professionnelle et une réinsertion sociale, à une activité professionnelle, une réinsertion sociale, pour permettre à ce qu'on indique ces phénomènes. Comment le bureau, je vais vous laisser aussi le temps de poser votre question, madame. Non, prenez votre temps. Comment le Bureau international des droits des enfants arrive à analyser les commerces des enfants dans nos familles, mariage précoce des mineurs, des enfants, puisque lorsqu'on est encore mineur, on est encore enfant, tout ça, d'abord. Voilà, c'est toujours beaucoup de choses au même moment, donc ça fait qu'il faut aller à cheval à gauche droite, mais bon, c'est pas grave. Dans la question du travail des enfants, évidemment, c'est un phénomène aussi très remarquable dans la société congolaise, où partout dans le monde, les enfants sont exploités économiquement. Okay. D'abord par nos propres familles, parce que nous mettons les enfants à aller vendre de l'eau, à aller vendre des arachides, pour l'intérêt de la famille. Donc, en fait, ça commence d'abord par nos propres familles, parce que la situation économique, elle est difficile, parce que les conditions de vie sont intenables, donc on cherche la contribution de tous. La loi portant protection de l'enfant prévoit des dispositions pour encadrer le travail des enfants. Le travail des enfants est encadré. Comment? Oui, parce qu'on dit qu'on donne les conditions, on fixe les conditions de qui doit travailler en tant qu'enfant et quelle nature ou quel type de travail auquel les enfants peuvent être soumis. Mais dans la réalité, nous pensons que la loi a aussi institué le corps des inspecteurs du travail pour essayer de suivre toute cette question-là. Ce sont des créneaux, comme l'avait dit au départ, sur lesquels on devrait vraiment interagir, mais ça dépend, il y a plusieurs acteurs, donc il y a plusieurs possibilités, pour aussi essayer de réglementer toute la question du travail des enfants, pour que les uns et les autres se conforment dans la réglementation de la loi. Donc ça, c'est un phénomène aussi très éparse, mais il faudra une réponse multisectorielle et appropriée, voilà, dans les contextes congolais. Et ça implique plusieurs ministères, ça implique
une politique réelle de la protection de l'enfant. Parce que je vais vous dire qu'en RDC, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore une politique dédiée à la protection et à la promotion des droits des enfants. Il n'y a pas une politique dédiée à la protection des droits des enfants. Comment vous expliquez cela? Ce qui est vrai que le gouvernement devrait prendre une orientation, parce que la politique c'est une orientation. Il existe une législation là-dessus. Oui, la législation elle existe et la RDC, ça il faut saluer parce que la RDC avait pris en son temps la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui reprécise les cadres de la protection de l'enfant. Ça, ce n'est que la loi qui fixe en fait les cadres législatifs de la protection de l'enfant. Nous savons aussi que la RDC a adhéré à la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, et tout comme à la KDB, au niveau de l'Union africaine. Donc, le cadre législatif est quand même assez fourni. Il y a quand même des éléments déjà essentiels qui ont été repris, et ça, c'est un pas très significatif. Exact. Au niveau de la politique, c'est vraiment l'orientation où qu'est-ce qu'on veut d'un enfant congolais? C'est peut-être cette réponse-là de manière simple hein, pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on veut d'un enfant congolais? Voilà. Voilà. Quel type d'enfant congolais veut-on pour la RDC? La RDC. Ce sont les questions qui sont réglementées dans une politique, donc ça donne l'orientation et en même temps les axes stratégiques, les moyens pour y arriver, ok, et les acteurs qui doivent se coordonner pour arriver à atteindre cette politique. C'est ce qui manque encore. Nous intervenons un peu de manière éparse, chacun dans son milieu un peu, pour essayer de résoudre les problèmes en RDC. Maître Emile, vous avez bien parlé. Avant de passer à un autre jeu de questions, j'aimerais savoir d'abord, au regard de tout ça, vous avez expliqué, vous formez ceci, vous formez cela, c'est très bien. Avez-vous aussi des mesures contraignantes? Non. Des mesures contraignantes, c'est-à-dire? Une fois que les choses ne sont pas appliquées comme vous le souhaitez. Vous pouvez également saisir la justice. La justice. Lorsque vous trouvez que les policiers n'arrivent pas à assimiler vos matières, n'arrivent pas à assimiler ce qu'ils doivent faire concrètement, les ester aussi en justice. Si vous pouvez mettre, avant de répondre, j'aimerais renchérir un peu. Par exemple, non seulement à l'égard de policiers, mais à l'égard également des auteurs de certaines infractions sur les enfants. Comment vous imprégnez là-dessus? Non, nous n'avons pas ces mandats-là, ces rôles-là d'ester en justice ou de faire du militantisme, de dénoncer, etc. Mais nous travaillons avec des acteurs gouvernementaux. Nous travaillons en interne avec des acteurs gouvernementaux. C'est dans ces contextes-là qu'il y a des mécanismes appropriés pour évaluer ce qui est fait. Et au cas de déviation ou lorsque nous constatons des déviations, c'est à ces structures-là, ces mécanismes-là établis dans le relationnel qu'on a avec les acteurs étatiques, d'activer pour sanctionner, pour réorienter les tirs. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Voilà, certainement, Bolandi biso na suka o ebandeli bozala kité tozo kende siko na je ya ko comprendre maye mazali awa. Nazo banda d'abord na kuluka toyeba pour tamusubo comprendre calmement. Parce que peut-être nous sommes allés zigzag. Alors, j'aimerais tokende na question par question ndenge ba komi awa. Ce qui faut comprendre déjà dans la réponse de mituna o ezali awa na banze qui faut comprendre c'est que c'est le Bureau international des enfants, non, des droits des enfants. Nous commençons avec la première question. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Nous sommes le Bureau international des droits des enfants. Vous nous répondez brièvement et puis voilà. C'est un bureau qui fait la promotion et la protection des droits des enfants dans le monde. Quels sont vos principes fondamentaux? Je pense que nous partageons tous les principes qui sont liés à la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc tout ce qui est la participation de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, la survie et le développement de l'enfant, ainsi que la non-discrimination, qui font partie de nos valeurs. Les solutions proposées à l'État congolais? Oui, c'est d'apporter ces renforcements du système de protection de l'enfant par le renforcement des compétences des acteurs qui y travaillent. Les avancées enregistrées jusqu'à présent? Plusieurs avancées parce que nous intervenons à travers le monde et c'est vraiment quelque chose de significatif. Ce qu'on fait, nous sommes très heureux de voir qu'il y a des résultats réels dans l'accompagnement des enfants. Très bien. J'espère que lundi na mukuse oyengi oyo mosala Bureau international des droits des enfants ezali kosala.
Marie-Lou, vous passez à notre question avant de passer à autre chose, vraiment. Et avant de chuter. Oui, exactement, Monsieur Stéphane. Chers Congolais de partout où vous nous suivez, nous vous demanderons tout simplement de rester branchés, de ne pas chercher à zapper, de ne pas chercher à suivre autre chose. Nous sommes là dans Tango et Kokito Solamae Oyo Ezali Kotungisa Mboka Congo. Surtout yango nangonga otoza ko luka kobongisa lobby ya ekolo Congo. Pona kobongisa lobby ya ekolo Congo esengeli na biso koyeba nani oyo akobongisa ekolo Congo na mikolo ezali koya. Finir la pépinière, l'espoir de la République démocratique du Congo de demain. Voilà, dans le souci de protéger, d'assurer cet avenir de la République démocratique du Congo, nous sommes venus rencontrer un bureau international de droits des enfants implanté en République démocratique du Congo pour chercher, bien sûr, à renforcer certaines capacités dans le chef de ces professionnels qui œuvrent dans le secteur de l'enfant. Nous sommes en face de Maître Émile Daribert, le chef de projet de ce bureau international de droits des enfants. Maître Émile, nous revenons à vous. Nous venons d'évoquer tantôt la loi portant protection de l'enfant, une législation nationale en République démocratique du Congo du 10 janvier 2009. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, comme en Afrique, partout ailleurs, nous connaissons un problème de mœurs et de culture. C'est très important. Mais, de grâce, nous faisons face aux droits positifs. Étant expert de droits de l'enfant, s'il faudrait évaluer ou bien confronter les lois positives pour parler du droit positif sur la législation sur la protection de l'enfant à la réalité culturelle de la République démocratique du Congo, quelle serait votre impression, maître? Non, je pense quand même que le législateur a fait des efforts énormes en ce qui concerne la protection de l'enfant, parce que vous savez que la Convention relative aux droits de l'enfant, ce sont des lois programmatiques. Donc ça conseille aux États, ça recommande des principes ou ça recommande aux États de prendre des mesures qui sont adaptées aux enfants. Mais je pense qu'il y a quand même ces grands efforts de contextualiser la LPE au regard des instruments internationaux que nous utilisons. C'est quand même déjà un grand pas très significatif qui a été accompli. Alors, il y a des ajustements maintenant qui devront être faits en réalité. Ce qui fait que à chaque fois, il faudra des adaptations à la vraie réalité de certaines situations des enfants ou dans notre culture, comme vous êtes en train de puiser. Mais je pense qu'il y avait quand même cet premier effort de rapprochement. Et même comme vous voyez les lois sur les violences sexuelles aussi, il y a aussi cette avancée-là de vouloir vraiment transposer la réalité, un peu la réalité. Mais il faut fournir des efforts pour arriver à contextualiser réellement ces lois-là à nos réalités, nos cultures de tous les jours. Maître, nous avons vu de votre dépliant, quant aux enjeux de droits de l'enfant, dans votre 4 points, vous avez signifié que plus de 15 millions de filles mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Voilà pourquoi nous avons voulu introduire par la confrontation du droit de la loi portant protection de l'enfant face à notre culture congolaise. Vous pouvez imaginer les difficultés que rencontre cette loi dans son application quant au mariage de filles en République démocratique du Congo? Oui, je crois que même votre collègue avait posé cette question, mais comme il y avait plusieurs volets, j'avais d'abord pris l'aspect travail des enfants. Ouais. Évidemment, nous rappelons que le mariage d'enfants est interdit. C'est affirmé dans toutes les lois et la loi aussi congolaise a repris les mêmes principes. Ce qui fait que ça, c'est une difficulté majeure de la réalité culturelle de nos États et les changements qui s'ensuivent dans le domaine de la vie, au fait, ou dans le corpus juridique congolais. Ce qui fait qu'il faut un réel travail des acteurs qui soient impliqués et la partie nationale pour pouvoir chercher des adaptations. Parce qu'évidemment, dans nos villages, on continue, dans nos villes, même ici modernes, on continue à voir des mariages d'enfants. Et là, nous appelons à ce que les gens doivent dénoncer pour décourager ce genre de comportement. Mais en même temps, il y a des raisons majeures de pourquoi on décourage ce genre de pratiques qui sont préjudiciables à l'enfant. L'enfant a un développement qu'il doit atteindre, un développement harmonieux. Le fait de la marier avant
elle n'est pas préparée pour cela, elle n'est pas physiquement peut-être apte à faire cela. Donc il y a beaucoup de conditions, tant médicales, tant psychologiques, etc. à mettre en œuvre. Mais il faudra que les acteurs se mettent ensemble pour évaluer les différents textes afin de les rapprocher encore plus de la réalité de la vie des hommes et des femmes. Le Bureau international des droits des enfants opère uniquement à Kinshasa, j'ai l'impression, puisque jusqu'à présent, vous ne nous parlez pas de l'arrière-pays, du Congo profond. Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous avons puisque ces réalités-là se passent souvent dans les Congo profonds. Exactement. Donc, les zones d'intervention du projet, il y en a 6 provinces. On travaille sur 6 provinces. Nous travaillons sur la ville de Kinshasa parce que c'est celle des institutions. Nous sommes très proches avec les institutions nationales. Nous travaillons dans la province du Congo central. Nous travaillons dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu. Nous travaillons dans la Chopo. Nous travaillons dans le Haut-Katanga et aussi le Kasaï. Donc, c'est dans ces 6 provinces-là que nous avons déployé toutes nos activités. Tant pour les policiers, tant pour les juges, tant pour les personnes de justice, tant pour les assistants sociaux. Maître, nous sommes en train de tendre vers la fin, mais nous aimerions savoir si le Bureau international des droits des enfants ouvre également les portes à toute organisation ou association œuvrant également dans le même secteur que vous. Oui, évidemment, nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas la prétention d'avoir les monopoles de ce qu'on fait ou de faire bien, etc. Nous sommes dans un système de protection et l'approche est vraiment cette collaboration multisectorielle et multi-acteurs. Parce que l'enfant, c'est un être complexe, il faut un accompagnement holistique et chaque acteur a des spécificités sur lesquelles on doit mettre en synergie, en complémentarité. Donc ça, c'est un élément très important. Et je pense aussi les associations ou les organisations nationales qui sont nos partenaires de tous les jours, mais en même temps dans les perspectives du bureau en RDC, c'est qu'on veut dans les prochaines initiatives qui vont être développées, de prendre encore, de renforcer ces volets société civile et les enfants, en ce compris les associations des enfants eux-mêmes. Vous comprenez, par exemple, dans l'éducation nationale, il n'y a pas vraiment un cours réel sur le droit des enfants, les devoirs des enfants, la protection de l'enfant de manière générale. Mais avec les acteurs, il y a des initiatives qui sont prises. Vous allez voir dans les tribunaux un enfant qui vient se plaindre ou porter plainte contre son enseignant, contre ses parents, donc il y a des initiatives parce qu'ils ont reçu une information quelconque. Mais ça doit être structuré pour que les enfants, en tant que citoyens, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire, ils ont leur opinion à dire, c'est ce qu'on appelle la partie de l'enfant, doivent connaître d'abord eux-mêmes leurs droits pour les faire valoir. Notre dernière question, maître, nous sommes en train de conclure, il ne nous reste que 3 minutes. Nous avons compris ensemble avec vous que le projet Batela Mwana n'a pas touché d'autres secteurs qui sont également importants. Et quel est le défi que vous lancez après ces projets Batela Mwana? C'est quoi la perspective? Alors, en termes de perspective, nous sommes en train d'envisager de développer des Là, initiatives. vous fixez la caméra puisque ça semble être la dernière. C'est la conclusion, vous devrez vous adresser à la population. Vous pouvez aussi répondre à la question qui n'a pas été posée ici. C'est très important. Certainement, vous avez quelque chose à communiquer, Un mot. mais on n'a pas rencontré cette préoccupation-là. Là, vous fixez la caméra et vous avez 3 minutes ou 2 minutes. Voilà, donc je pense qu'en termes de perspective, nous avons plusieurs initiatives que nous sommes en train de viser. Mais déjà là, ce qui a été déjà préparé, c'est que nous voulons développer des activités en lien avec la lutte contre les violences sexuelles, mais à l'égard des filles. Et là, nous voulons toucher d'autres publics, les avocats, les défenseurs judiciaires, les magistrats du parquet, la société civile de manière plus large pour toute cette sensibilisation communautaire. Et voilà un peu dans ce qu'on veut aller prochainement. Mais je sais qu'il y a d'autres initiatives avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Ce que je voulais dire, premièrement, je voulais remercier les autorités congolaises avec qui nous travaillons pour leur engagement fort qui a été prouvé et remarqué. Nous remercions l'ambassade du Canada qui a mis des moyens pour que ces projets existent, ça c'est quelque chose de très important. Mais nous appelons tout citoyen à prendre en compte cette question de la protection de l'enfant. L'enfant, c'est un être sûrement qu'on va penser qu'il est faible, sûrement qu'il faut apporter un appui, mais l'enfant aussi a un mot à dire dans son contexte dans lequel il évolue. Donc je pense que c'est une question de responsabilité d'appeler les uns et les autres à prendre en compte, en ce compris les enfants,
en prendre en compte cette question de la protection des enfants, des respects des droits et des garçons et des filles. Ça, c'est vraiment mon interpellation que je souhaite faire à l'égard de la population, et que les acteurs politiques mettent de moyens et appuient les services qu'ils ont mis en place pour arriver à mieux protéger les filles et les garçons. Merci beaucoup, Maître Amy Deribert. Nous vous disons merci. Ça a été un réel plaisir pour nous, Tango Ekoki, d'être reçus par vous. Vous nous avez accordé de votre temps ainsi que de votre volonté pour nous fournir certaines informations qui manquaient à nous et à la population congolaise. Chers fidèles téléspectateurs, il y a Tango Ekoki. Biso auto commune souka, il y a tranche ne biso ya mokolo na lelo. Boz à la brancher, bolande la programme na biso na Kin Actu et puis na Wemsa. Déjà, c'est lundi à 21h na Kin Actu. Mardi rediffusion. Vendredi, diffusion un nouveau numéro et samedi, rediffusion. Nous remercions le Bureau international de droits des enfants en République démocratique du Congo, à la personne de son chef de projet. Nous voyons Maître Amy Deribert, ainsi qu'à toute son équipe. Nous remercions également Edam TV officiel production. Là, nous voyons le directeur général Stéphane Balamwangue. Nous remercions également le réalisateur Gims Lokumu. Restez branchés, connectés, Edam TV officiel, la chaîne du changement. Merci. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous me posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.